Bon, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce dernier cours de la série qui nous a promenés au sein des problématiques de la valorisation, de l'activation du CO2. Ce dernier cours donc porte sur comment utiliser l'énergie solaire comme source d'énergie pour transformer le CO2. Et je vais essayer, au cours de cette dernière étape, de vous montrer les problèmes, les difficultés. Alors, c'est un sujet qui nous intéresse au plus haut point au laboratoire, puisque nous avons des projets dans ce domaine. Je ne parlerai pas de mes propres projets et des projets des étudiants qui travaillent sur cette question-là, parce qu'ils sont en cours. Mais néanmoins, j'essaierai de vous montrer comment la communauté scientifique essaye de traiter cette question. Alors, il y a une autre raison pour laquelle cette séance est particulièrement excitante, c'est le fait que nous allons entendre, après mon cours, un exposé de Matthias Beller, qui a fait un travail absolument formidable sur le CO2. Vous ne l'avez peut-être pas réalisé, mais pratiquement tout au long de mon cours, tout au long des 5 séances précédentes, j'ai cité des travaux de Matthias Beller. En général, je citais les journaux sans citer le nom, donc vous avez vu des travaux de Matthias tout au long de ses cours. Et donc il va nous parler un peu de sa vision du problème du CO2 et comment un chimiste compte traiter le couplage hydrogène et CO2. Voilà. Alors, quand on parle de soleil, évidemment, la première chose à laquelle on pense, alors ça, vous l'avez vu des dizaines de fois dans mes cours, on revoit le phénomène général de photosynthèse. Alors, je le mets en avant parce que, évidemment, dans la nature, le couplage, ce qu'on appelle à ce moment-là très généralement carburant solaire, c'est toute la biomasse qui vient de la photosynthèse. Je vais en parler de la photosynthèse et je vais parler de la photosynthèse artificielle, mais en même temps en indiquant tout de suite que c'est significativement différent. Et la grosse différence, c'est que tout le processus de photosynthèse consiste à convertir de l'énergie solaire en une énergie chimique intermédiaire qui est un réducteur, qui est le réducteur physiologique, qui est le NADPH, qui ensuite rentre dans un cycle de fixation du CO2 et de conversion du CO2, et notamment, j'ai déjà parlé de cette enzyme tout à fait particulière, Rubisco, qui est capable de fixer le CO2 et de l'incorporer dans des molécules organiques. Le résultat de ce cycle étant effectivement l'accumulation de molécules à haut contenu énergétique, donc stockage de cette énergie solaire à la fin, ici sous la forme de toutes les molécules de la biomasse, sucre, etc., etc. Mais là où je veux insister, c'est que lorsque je vais parler de photosynthèse artificielle, dans la plupart des cas, les électrons vont être utilisés directement pour réduire le CO2, ce qui n'est pas le cas de la photosynthèse naturelle. Les électrons sont utilisés pour réduire le NADP en NADPH, qui est une forme de stockage de l'énergie solaire. Et donc, c'est pour ça qu'ici est représenté ce schéma qui est l'eau transformée en oxygène et en électrons. Ces électrons servent à réduire le NADP en NADPH, et ensuite, dans ce cycle, le NADPH d'ailleurs ne réduit pas directement le CO2, il n'y a pas une enzyme qui utilise le NADPH pour réduire le CO2. Vous le savez, allez voir le cours sur les CO2 et réactions biologiques. J'explique comment le CO2 est incorporé dans la matière. Donc juste pour rappeler ici ce photosystème, parce qu'évidemment il va être à la base de notre réflexion pour les systèmes photosynthétiques artificiels. Je l'ai dit de nombreuses fois, mais je le répète, cette photosynthèse est basée sur un système extrêmement complexe, et en particulier constitué de 2 photosystèmes, le photosystème 2 et le photosystème 1. C'est au niveau du photosystème 2 que nous avons la collecte d'un premier photon, vous voyez, à 1,83 électronvolts, qui sert à extraire les électrons de l'eau, ce faisant en produisant de l'oxygène.
Et ces électrons excités sont transportés sur une assez longue distance avec tout un tas de médiateurs de transfert d'électrons. Au cours de ce chemin, les électrons perdent de l'énergie et donc c'est pour ça qu'il faut un deuxième photosystème. Ils sont réénergisés ici par un deuxième photon et ces électrons à nouveau ont le potentiel redox suffisant pour réduire le NADPH et ensuite se produit ce que je vous ai indiqué au tout début. Alors plusieurs remarques. La première, c'est que vous voyez, il faut deux photons, 1,83, 1,77, il faut 3,6 électronvolts pour faire une réaction qui est à 1,23 ou 24 électronvolts. Et donc, vous voyez déjà que le rendement ne peut pas être de 100%. Et vous savez, j'ai déjà dit plusieurs fois que le rendement de la photosynthèse naturelle est assez bas, et même très bas. Chez les plantes, 1%, chez les micro-organismes photosynthétiques les plus efficaces, 4%, 4-5%. Et de toute façon, le calcul montre que le rendement théorique maximal de la photosynthèse, compte tenu de cela, de ce que je viens de dire ici, plus compte tenu du fait qu'on le verra tout à l'heure, les pigments, les antennes qui collectent les photons n'absorbent pas tous les photons du spectre solaire. À la fin, le rendement théorique maximal ne peut être que d'une dizaine de pourcents. La deuxième remarque, c'est important, c'est que toute la barrière énergétique, c'est essentiellement une barrière, comme vous le voyez par la comparaison de ces deux potentiels, c'est la barrière énergétique associée à la décomposition de l'eau. Alors, lorsqu'on passe à un système de photosynthèse artificielle, on s'inspire de ce qu'on a appris de la photosynthèse et en gros, voilà les différentes questions. Ici, je prends par exemple un système de réduction, de photoréduction du CO2 en CO. C'est une barrière de 1,35 volts. Et donc, il y a trois éléments, je résume, il y a trois éléments importants. Le premier, c'est qu'évidemment, il faut absorber un photon. L'eau n'absorbe pas les photons de la lumière visible. Il faut absorber un photon, donc il faut un photosensibilisateur qui peut être un semi-conducteur, j'en parlerai longuement, et qui peut être aussi un photosensibilisateur moléculaire. Et ce photosensibilisateur, il a la propriété suivante, il a des électrons qui peuvent être excités par un photon. Vous créez donc un trou et vous créez un électron à bas potentiel. Et donc, évidemment, tout ça ne marche que si le potentiel du trou est suffisamment oxydant pour à la fin oxyder l'eau en oxygène. Vous voyez, il faut être au-dessus, en gros, de 0,8 volts. Et d'autre part, cet électron doit être à un potentiel redox suffisamment bas pour réduire le CO2, par exemple, en CO, ici. C'est un exemple, mais vous savez qu'il y a d'autres façons de réduire le CO2 qu'en CO. Il faut un potentiel qui soit plus bas que moins 0,5 volts. Donc en gros, voilà, il faut ces potentiels-là. Bon. Après, il y a un autre problème, c'est qu'il faut que ces charges séparées durent suffisamment longtemps. Donc il y a un problème de contrôle de la durée de vie des états de séparation de charges. Et le mieux pour faire ça, c'est de les séparer du point de vue physique, et donc d'avoir un système de transfert des trous et de transfert des charges négatives pour aller atteindre le site de réduction du CO2 et d'oxydation de l'eau. Et dernier point, dans la mesure où toutes ces réactions sont multiélectroniques, je l'ai dit plusieurs fois, donc cinétiquement lentes, il faut des catalyseurs, et donc il faut que ces électrons et ce trou atteignent en bout de course, après séparation, les catalyseurs. Et là, il faut des catalyseurs tout à fait particuliers qui soient capables d'accumuler des trous ou d'accumuler des électrons pour les délivrer d'un bloc pour une réduction ici à 2 électrons du CO2 ou une oxydation de l'eau à 4 électrons en oxygène. Et donc là, ça peut être des métaux, ça peut être des catalyseurs moléculaires, et donc il y a tout un tas de critères importants pour définir ces catalyseurs. C'est le nombre de cycles catalytiques, le nombre de cycles catalytiques par unité de temps, la notion de surtension, la notion de sélectivité, la notion de stabilité des catalyseurs. Voilà.
Voilà, ça redit la même chose, donc je ne vais pas y passer beaucoup de temps. Voilà un système simplifié, un système simplifié de photosynthèse artificielle. Premier point, la collecte de la lumière et la séparation des charges. Donc vous avez des systèmes de transfert d'énergie et de transfert d'électrons qui séparent les charges, et ensuite ces charges négatives au niveau d'un catalyseur sont utilisées pour réduire le CO2, et au niveau d'un catalyseur d'oxydation, les trous sont utilisés pour oxyder l'eau en oxygène. Ici, voilà, c'est la même chose que ce que j'ai dit. Et à la fin, bon, en gros, le rêve de tous les laboratoires qui travaillent dans ce domaine, c'est de réaliser un dispositif qu'on appelle, par exemple, une cellule photoélectrochimique, dans lequel vous avez, et ça aussi vous l'avez vu plusieurs fois, une photoanode à base de semi-conducteurs et évidemment de catalyseurs. Bon, par exemple, ici au collège, il y a des travaux sur des photoanodes à base d'oxyde de tungstène ou d'oxyde de fer avec des catalyseurs à base d'oxyde de cobalt. Ça peut être une solution, mais il faut l'élaborer, hein, ce n'est pas terminé, dans lequel vous avez une oxydation de l'eau. Et là, vous avez, grâce au photon, éjection d'un électron de ce semi-conducteur qui part dans une cathode. Et là aussi, c'est assez clair que, enfin, je pense qu'on aura du mal à simplement fonctionner avec une photoanode et une cathode, mais il faudra aussi une photocathode. Et là, on retrouve le schéma à deux photons. On retrouve le schéma à deux photons de la photosynthèse naturelle. Et là, il faudra un apport d'énergie aussi sur la cathode, donc il faut une photocathode pour faire la réduction du CO2 en produits divers. Et vous voyez que ici, pourquoi il faut une photocathode? Parce que, comme on va le voir dans certains cas, bien les électrons qui sortent de cette photoanode peuvent se trouver à des potentiels redox qui ne sont pas suffisants pour réduire le CO2. Donc il faut rajouter de l'énergie, ça peut être fait à partir d'un photon supplémentaire. Alors c'est toujours la même histoire. Finalement, le jour où ça arrivera, nous aurons des dispositifs dans lesquels nous mettrons du CO2, de l'eau, on éclaire, et puis on a un jour du CO, un peu plus tard des hydrocarbures, et puis à la fin des sucres, des protéines, des lipides, etc. Bon, ça sera dans pas mal de temps, hein, quand même. Voilà. Alors, maintenant, quand on travaille sur ces systèmes, c'est tellement compliqué que souvent on décompose en deux parties. Les gens qui travaillent dans ce domaine travaillent soit sur la partie photoanode, soit sur la partie photocathode. Et le couplage vient dans un deuxième temps, quand ça vient. Mais pour le moment, ça ne vient pas beaucoup, mais ça viendra. La partie photoanode, ça consiste à garder la partie photosensibilisatrice, semi-conductrice, plus catalyseur d'oxydation de l'eau, mais là, sans faire partir les électrons vers quelque chose qui est difficile à réduire, qui est le CO2, mais le faire partir vers un accepteur d'électrons qui est à un potentiel beaucoup plus élevé, donc plus facile à réduire. Donc, dans ces systèmes-là, en pratique, les gens rajoutent un accepteur d'électrons sacrificiel. C'est la même démarche du côté d'un travail sur une photocathode. Vous gardez la partie photosensibilisatrice, semi-conductrice, vous avez votre partie catalyseur de réduction du CO2, et là, au lieu de travailler avec un réducteur qui n'est pas terrible, qui est l'eau, vous travaillez avec un réducteur puissant, donc un donneur d'électrons sacrificiels. Et ça simplifie énormément les choses, de sorte que vous pouvez élaborer, optimiser chacune des sous-parties ici. C'est pas si évident qu'une fois que vous avez élaboré les deux parties, vous les mettez ensemble et ça marche. Hein. C'est plus compliqué que ça. Oui, la problématique de l'absorption d'abord de la lumière. Il faut absorber cette lumière. Alors vous savez que l'atmosphère joue le rôle d'un filtre très important du rayonnement électromagnétique. Hein. Vous voyez, l'opacité de l'atmosphère est très importante dans tout le domaine du rayonnement électromagnétique. Il n'y a que quelques zones de rayonnement qui sont absorbées
enfin qui ne sont pas absorbés par l'atmosphère. Heureusement d'ailleurs, la partie que nous voyons n'est pas absorbée par l'atmosphère, la lumière visible. Par ailleurs, le spectre solaire, en gros, vous voyez qu'il démarre autour de 290 nanomètres. Ça, donc, c'est le spectre solaire à la surface de la Terre, après traversée de l'atmosphère, traversée au cours de laquelle tout un tas de particules et de molécules présentes dans l'atmosphère ont évidemment absorbé des rayonnements, d'où tous ces trous. Vous avez les bandes d'absorption de certaines molécules, vous voyez, ozone, eau, oxygène, eau, CO2, enfin, etc. Donc c'est un spectre assez complexe, mais néanmoins, il n'y a aucune absorption en dessous de 290 nanomètres, donc il y a très peu d'ultraviolets, heureusement, qui arrivent sur la Terre, et ça va jusqu'à de l'infrarouge. Et donc tout l'enjeu, c'est évidemment de... oui, alors ça, c'est simplement pour dire que cette absorption... évidemment, le spectre solaire n'est pas le même ici à l'entrée de l'atmosphère ou à la surface de la Terre après traversée, et qu'il y a tout un tas de... Enfin, selon l'angle d'attaque de l'atmosphère, évidemment, ce spectre change. Il y a là des sortes de spectres de référence que les gens utilisent pour discuter de cet aspect-là. Simplement, évidemment, si on veut faire cette réaction à nouveau, hein, je prends cet exemple, mais on peut développer tout ça avec d'autres exemples. Transformer du CO2 en monoxyde de carbone, donc vous avez le spectre solaire. Eh bien, en gros, il faut des matériaux moléculaires ou solides, semi-conducteurs, donc il faut des matériaux qui, en gros, ont un band gap qui est inférieur à 3,1 électronvolts, c'est-à-dire qu'il est au-dessus, enfin c'est pour absorber la lumière visible. Si le band gap est plus grand, à ce moment-là, il absorbe que de l'UV, et ça, c'est pas du tout intéressant. Et il faut, en gros, qu'il soit, ce band gap, supérieur à 2 électronvolts. Alors, pourquoi 2 électronvolts quand on a besoin de 1,35 électronvolts? Eh bien, c'est bien parce que rien n'est parfait et qu'il y a des surtensions cinétiques, il y a des pertes thermodynamiques, on peut les évaluer dans une optimisation autour de, vous voyez, 0,3, 0,4 électronvolts, ce qui fait qu'à la fin, bon, c'est à peu près... Le semi-conducteur idéal, c'est 2 électronvolts. Et puis une fois que... et vous voyez à peu près la portion de spectre solaire qu'un semi-conducteur d'un band gap de 2 électronvolts optimal peut absorber. Et évidemment, après, vous avez tout un tas de caractéristiques du semi-conducteur qui est son efficacité de conversion, qui est le rapport entre énergie chimique obtenue par rapport à l'énergie solaire, ou des paramètres de type rendement quantique, qui est la quantité de produit que vous obtenez sur la quantité de photons absorbés, évidemment multiplié par le nombre d'électrons. Alors, comment ça fonctionne? Voilà une représentation assez classique où vous avez ici en bas la bande de valence d'un semi-conducteur et ici la bande de conduction. Et donc c'est ça le band gap. Et quand, c'est représentation aussi également ici, lorsqu'un photon tape sur ce semi-conducteur, il y a des sites dans lesquels se fait cette excitation d'un électron dans la bande de conduction. Alors, à ce moment-là, vous créez un trou, vous créez une charge moins. Ces charges se promènent dans le semi-conducteur. Évidemment, il leur arrive en général beaucoup de catastrophes, et en particulier une désactivation par réaction entre moins et plus, donc recombinaison de charges, et donc le photon que vous avez entré dans le semi-conducteur, eh bien, il ne sort pas, il n'y a pas d'énergie qui sort. Et de temps en temps, ces électrons et ces trous arrivent en surface, où ils peuvent se désactiver aussi, mais où ils peuvent aussi rencontrer, dans un cas, un donneur d'électrons, c'est la molécule d'eau, si on fait de l'oxydation de l'eau, ou une molécule de CO2 si on fait de la réduction du CO2. Et évidemment, il y a quelque chose de très très important, c'est la possibilité d'avoir, je l'ai dit, un catalyseur qui a comme effet de
de favoriser la séparation de charge, parce que en réagissant avec les trous ou avec les électrons, ce catalyseur dégage plus rapidement ces trous et ces électrons pour faire la chimie demandée et permet d'éviter trop de recombinaisons de charge. Et donc les schémas en général sont de ce type-là. Ici, vous voyez un semi-conducteur qui est capable d'envoyer son électron excité qui a le bon potentiel pour envoyer son électron dans un catalyseur de réduction ou d'envoyer son trou qui est dans un catalyseur d'oxydation qui a un potentiel plus bas que le potentiel de la bande de valence. Voilà. Alors, en général, quand on veut chercher le bon semi-conducteur, eh bien, on a ce type de représentation où vous portez ici en potentiel ou en énergie le niveau ici en haut des bandes de conduction des semi-conducteurs et en bas le niveau des bandes de valence des semi-conducteurs. Et vous avez à comparer ces niveaux-là à deux potentiels, celui du couple H2O-O2 et celui et les potentiels de réduction du CO2 en différents produits. Comme vous le savez, parce qu'on l'a déjà vu plusieurs fois, voilà les potentiels redox des différentes réactions redox de réduction du CO2. Vous voyez, ça va entre moins 0,3 et moins 0,6 volts, donc c'est assez concentré ici. Et vous voyez que le couple CO2, CO2.-, la réduction à un électron est beaucoup plus élevée. Si on regarde ce schéma, pratiquement, il n'y a personne qui peut envoyer un seul électron dans CO2. C'est dommage, mais on en discutait avec Mathias hier, c'est pouvoir réduire à un électron le CO2 et faire de l'acide oxalique par couplage radicalaire de deux radicaux CO2, c'est effectivement intéressant. Alors, évidemment, donc la première, quand vous voyez ça, effectivement, vous dites, la conclusion, c'est bien, je vais prendre là-dedans le semi-conducteur qui a une bande de conduction au-dessus de ces potentiels et une bande de valence en dessous de ce potentiel H2O2. Eh bien, il y en a quelques-uns, par exemple, TiO2 qui a été utilisé. Hein. Alors, très bien, TiO2. Eh bien, le problème, c'est qu'en effet, et c'est toujours la même histoire, quand vous avez un semi-conducteur qui sait faire les deux, eh bien, en général, il a un band-gap beaucoup trop élevé. Et c'est le cas du TiO2. Vous voyez, 3,2 électronvolts, c'est au-dessus de la limite que j'avais fixée. Et donc, c'est un système qui va bien pour faire de la photoréduction du CO2 avec de la lumière ultraviolet. Bon, voilà. Alors, les gens continuent à travailler sur des systèmes de TiO2 néanmoins. Vous voyez ici dans le JAX en 2012 un système avec une préparation particulière. Il y a différentes façons de préparer l'oxyde de titane, mais une préparation particulière de TiO2 sur lequel ont été déposées des nanoparticules de platine. Et comme vous le voyez, un tel système, un tel matériau donc, qui correspond bien à ce schéma-là. Mais, comme vous le voyez, ces expériences ici, hein, vous voyez, JAX 2012, sont faites avec de la lumière exclusivement ultraviolette. Eh bien, on peut, et ici vous voyez le spectre d'absorption d'ailleurs du matériau, hein, qui est, enfin, la bande maximale ici est en dessous de 400. Eh bien, vous voyez, on peut produire du méthane, hein, et c'est ça qui est assez intéressant dans ce système-là, du méthane avec le platine par photoréduction du CO2 par de l'eau. Et voilà, rendement quantique de l'ordre de 2%. Voilà, alors je rapporte ici le chiffre qui est dans la publication, elle vous dit pas grand-chose, ni moi, si on ne les compare pas à d'autres systèmes, mais ici, en 2012, les auteurs affirment que ceci est la plus grande valeur jamais rapportée pour une photoréduction du CO2. Mais l'inconvénient, c'est que c'est de l'ultraviolet, et ça, c'est pas très intéressant. Et il y a du platine, qui n'est pas non plus très intéressant.
alors ensuite, vous pouvez à l'extrême prendre des semi-conducteurs, et je vais prendre le cas du silicium, les semi-conducteurs de type P, type silicium. Là, vous voyez un band gap très, très bas, donc tout à fait intéressant, mais on ne peut l'utiliser que pour faire que pour sa bande de conduction qui est effectivement plus réductrice qui a un potentiel plus réducteur que le potentiel redox des couples CO2, produits de réduction du CO2, qui nous intéresse. Mais évidemment, le trou qui va être créé ici ne va pas pouvoir oxyder l'eau. Mais ce sont des matériaux qui peuvent être utilisés néanmoins. On voit ici un exemple avec un travail qui a consisté à réduire les surtensions par rapport d'énergie lumineuse sur un matériau qui est cuivre silicium. Et ici, vous voyez que je l'ai déjà évoqué la dernière fois quand j'ai parlé d'électroréduction du CO2. Vous savez que le cuivre est un des métaux qui est... enfin, les électrodes de cuivre ont été très étudiées et c'est une des choses sur lesquelles nous-mêmes commençons à travailler un petit peu. Eh bien... Ces électrodes de cuivre sont intéressantes, en particulier, comme vous le voyez, parce qu'à des potentiels évidemment très bas, mais quand même, le CO2 est converti en méthane. Donc ça, c'est intéressant. C'est une des caractéristiques du cuivre. À des potentiels plus bas, c'est de l'acide formique, enfin, etc. Mais évidemment, ce sont des surtensions colossales, donc beaucoup d'énergie perdue. Et si on pouvait... compenser cette énergie de façon facile, pas chère, etc., eh bien, ça serait intéressant. Et on peut le faire avec de la lumière, lorsqu'on couple ces particules de cuivre à des particules de semi-conducteurs de type silicium. Et vous voyez qu'on a à peu près la même répartition de produits, la même dépendance en potentiel, mais on fait ça à 500 millivolts. À 500 millivolts plus bas. Dernier point. Ici, j'ai bêtement comparé les bandes de conduction avec le potentiel redox ici. En réalité, ça va bien si le matériau que je considère ici est à la fois semi-conducteur et catalyseur. Mais si je rajoute un catalyseur, on introduit une surtension. Et à ce moment-là, ce n'est pas tellement ce potentiel redox-là qu'il faut regarder. C'est le potentiel redox du catalyseur, puisque la bande de conduction va envoyer, on peut y revenir, mais voilà, va envoyer ces électrons non pas sur le CO2, mais sur le catalyseur. Et donc ce qui est intéressant, c'est de comparer le potentiel redox de la bande de conduction avec le potentiel redox du catalyseur. Et là, le catalyseur, en général, il est réduit à des potentiels redox beaucoup plus bas, que CO2. Et c'est ce qu'on voit ici dans ce diagramme à nouveau. Vous voyez que ici, bon, ce diagramme-là vient d'un article de revue de Kubiak aux États-Unis, et il a ici rapporté exclusivement des catalyseurs moléculaires assez connus, enfin j'en avais parlé, à base de rhénium, à base de ruthénium et le nickel cyclame, enfin, etc. Bon, eh bien comme vous le voyez, les potentiels redox sont beaucoup plus bas. Enfin, là, ils sont plus hauts dans le schéma, mais ils sont plus négatifs. Et donc la contrainte est beaucoup plus grande, hein, vous voyez bien, parce que là, il faut des bandes de conduction qui soient au-dessus de ça. Donc ça commence à en éliminer un sacré paquet. Donc vous voyez, la contrainte est forte. Voilà. Alors il y a aussi un travail considérable qui est fait avec les semi-conducteurs pour modifier les bandes gap. Vous voyez que si vous avez un band gap trop grand, donc vous tapez dans l'ultraviolet. Ce n'est pas intéressant. Donc il faut le diminuer. Il faut utiliser de la lumière visible, qui est celle qui nous intéresse, puisque c'est la lumière solaire qui nous intéresse. Et voilà, donc si vous avez un système comme ça, je compare les deux couples CO2, H2O, O2,
et ça je le ferai, je ne vais pas le répéter chaque fois, mais ça sera toujours la représentation ici, vous voyez, le potentiel, le niveau d'énergie de la bande de conduction, le niveau d'énergie de la bande de valence, et le potentiel redox du couple H2O-O2 et du couple CO2-CO. À nouveau, c'est l'exemple CO, mais on peut prendre méthane, on peut prendre acide formique, méthanol, tout ce qu'on veut. C'est juste un exemple. Donc, ça, c'est le cas idéal où vous pourriez avoir 2 électronvolts de bande gap et les 2 bandes réparties exactement comme ça. Bon, ça existe pratiquement jamais. Donc, en général, quand on a ça, le band gap est trop grand, je l'ai dit, c'est le cas de l'oxyde de titane, par exemple. Et alors, il y a tout un tas de travaux pour, en particulier, doper ces semi-conducteurs de façon à diminuer le band gap. Donc, il y a pas mal de travaux, par exemple, avec du dopage à l'azote. C'est une solution. L'autre solution, c'est, par exemple, pour la réduction du CO2 en CO, c'est de coupler cet oxyde de titane ici qui va donner ces électrons à un catalyseur, c'est de le coupler à un autre semi-conducteur qui a un band gap plus petit. Et à ce moment-là, vous tapez avec des électrons avec des photons qui sont de plus basse énergie, donc qui peuvent aller dans l'ultraviolet, dans le visible, pardon, et moyennant, évidemment, que la bande de conduction, donc le band gap est plus petit, mais que la bande de conduction soit un potentiel plus réducteur que la bande de conduction du semi-conducteur que vous voulez utiliser, mais qui a un band gap trop grand. Et voilà, il y a eu des exemples d'association de semi-conducteurs de type sulfure de cadmium ou sélénure de cadmium avec de l'oxyde de titane. Alors voilà quelque chose d'un peu compliqué, mais c'est pour vous donner un peu voilà, comment les gens travaillent. Donc, je l'ai dit, je viens de terminer le cas où le band gap est trop grand et où il faut le réduire. Là, je parle d'un cas plus fréquent. Enfin, pourquoi ? Parce que ce qui nous intéresse, c'est à nouveau des semi-conducteurs avec des band gap faibles. Et donc, on a une bande interdite, un band gap trop faible. Et trop faible, ça veut dire qu'on est dans une situation soit comme celle-là, où la bande de conduction est adaptée pour la réduction du CO2, mais la bande de valence n'est pas adaptée pour l'oxydation de l'eau, ou l'inverse. C'est la bande de valence qui est adaptée pour l'oxydation de l'eau, mais la bande de conduction ne l'est pas pour la réduction du CO2. Donc on est très souvent dans ces cas-là. Alors comment on peut faire ? Et comment les chercheurs aujourd'hui, les laboratoires font ? Alors, vous voyez ici, il faut vous créer un trou là, donc il faut le combler, il faut un électron. H2O ne peut pas le faire. Donc l'idée, c'est par exemple, et il y a beaucoup de systèmes qui utilisent au lieu d'utiliser de l'eau, utilisent des donneurs d'électrons sacrificiels, je l'ai déjà dit, mais qui ont des potentiels redox qui permettent d'aller combler le trou, ce que l'eau ne peut pas faire. Donc ça, c'est une solution. L'autre solution, c'est de coupler à un deuxième semi-conducteur à nouveau. Vous voyez ici, vous avez 2 semi-conducteurs maintenant. Le noir, c'est celui qui nous intéresse, et le rouge, c'est un nouveau. Et vous voyez que si vous excitez ici, ces électrons vont pouvoir réduire le CO2 en CO. Le trou ne va pas pouvoir être réduit par H2O. Par contre, si vous excitez un deuxième semi-conducteur, à ce moment-là, ça devient possible. Ces électrons vont combler le trou ici et l'eau va pouvoir combler le trou du semi-conducteur. Et c'est la même démarche dans le cas B. Vous voyez, ici, H2O peut combler le trou, mais il n'y a pas de possibilité de réduction. Donc si vous utilisez un semi-conducteur, un deuxième avec ses propriétés rouges, vous voyez, pareil, on excite ici, ça va dans la bande de valence, et ici l'eau comble le trou, et l'électron qui est là dans cette bande de conduction après excitation de ce rouge peut réduire le CO2 en CO. Donc il y a beaucoup de travaux sur le couplage de 2 semi-conducteurs. Alors, premier cas, pour l'illustrer avec des résultats récents, pour vous montrer où on en est, c'est par exemple ce travail qui a été publié dans Gevant Chemistry en 2010,
qui combine un semi-conducteur de type oxyde de tantale dopé, donc semi-conducteur de type P, mais vous voyez qu'il a ses propriétés. Donc l'eau ne peut pas réduire le trou. Et donc ici, le système est composé d'un donneur d'électrons sacrificiel qui est une amine. Le catalyseur est ici un catalyseur que, pour ceux qui ont vu mes cours précédents, connaissent. C'est un catalyseur à base de ruthénium et qui est un des rares catalyseurs qui est capable de réduire le CO2 en acide formique. Vous voyez, donc le système, il est représenté ici, c'est un peu la même chose. Excitation, un électron qui passe dans la bande de conduction. Cette bande de conduction a un potentiel, vous voyez, moins 1,3 volts, qui est tout à fait adapté à la réduction de CO2 en acide formique à moins 0,8 volts. Et par contre, le potentiel du trou à plus 1,1 volts n'est pas assez oxydant pour oxyder l'eau. Et à ce moment-là, il y a un donneur d'électrons sacrificiel qui est le TOA. Voilà. Mais voyez les résultats. Une sélectivité de 75% en acide formique. Il y a quand même de l'hydrogène et du CO qui se forment. Ça, c'est un problème général de la réduction du CO2. Vous avez un rendement quantique de l'ordre de 1,92% à 400 nanomètres. Et vous avez, vous voyez, un turnover de 90 en 8 heures. Donc, vous voyez, c'est pas des... Mais aujourd'hui, c'est ça le niveau d'activité de ces systèmes-là. Hein. Ce n'est pas des centaines de milliers de turnovers. Hein. Voilà. Vous remarquez ici que le dopage de ce semi-conducteur a fortement déplacé la bande d'absorption. C'est le type de résultat qu'on attend lorsqu'on dope des semi-conducteurs qui ont des band gaps trop grands. Ici, le band gap de ce matériau a été diminué et rentré dans le visible grâce à ce dopage. Un autre exemple, ici, c'est avec des catalyseurs que vous connaissez aussi, c'est parce que je les ai présentés, c'est ces catalyseurs qui polymérisent, ce sont les catalyseurs de ruthénium de De Ronzier qui polymérisent pour faire des chaînes ruthénium-ruthénium et qui ont aussi la possibilité, si on modifie ce ligand bipyridine avec des pyroles, d'être électropolymérisés sur la surface. Donc, c'est ce qui est réalisé sur cette photocathode. Et donc là, on a un système vous voyez, où on a rajouté un deuxième semi-conducteur. Vous en avez un premier qui est un phosphure d'indium. Il a un band gap intéressant, sauf que si le potentiel redox de sa bande de conduction est parfaitement adapté grâce à ce catalyseur qui est à moins 0,8 volts pour réduire le CO2 en acide formique, sa bande de conduction, sa bande de valence à nouveau, là où il y a les trous qui s'accumulent, ne sont pas suffisamment oxydants. Et donc ils ne peuvent pas oxyder de l'eau. Mais si vous rajoutez ici un oxyde, et en particulier, vous voyez, c'est des travaux tout récents, hein, Energy Environmental Science en 2013, et ça a commencé en 2011, par exemple un oxyde mixte de strontium et de titane, vous avez un système où ce potentiel, la bande de conduction permet de réduire le trou qu'on ne pouvait pas réduire, et le trou qui est créé ici est capable d'oxyder l'eau en oxygène, à nouveau si vous ajoutez un catalyseur. Ici, c'est du platine. Donc, vous voyez, ça commence à devenir extrêmement compliqué. Il vous faut donc une photocathode avec un catalyseur à base de ruthénium, un semi-conducteur de type phosphure d'indium, et ici, de l'oxyde de titane, ou strontium titane, et du platine comme catalyseur. Alors, les résultats, voilà, vous voyez, 70% de sélectivité, un nombre de turnover de 17 en 24 heures. Vous voyez, c'est faible. Mais néanmoins, c'est ce type de résultat qu'on publie en 2013, et avec un rendement quantique de l'ordre de 0,03%.
Le KB, à nouveau pour vous montrer, ici, bon, c'est toujours la même histoire, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ici, vous retrouvez ce type de catalyseur à base de ruthénium. Ici, vous couplez cette oxynitrure de tantale, qui est un semi-conducteur pas mal utilisé, mais qui se retrouve dans ces conditions-là. Vous le couplez par greffage de ce complexe moléculaire qui contient une partie photosensibilisatrice, qui est ce fameux ruthénium trisbipyl sur lequel je reviendrai. Eh bien, à nouveau, vous avez un schéma en Z, comme dans la photosynthèse naturelle, où vous pouvez, ici, c'est ce qui a été fait, utiliser comme donneur d'électrons du méthanol. Bon, ça paraît un peu curieux parce que le méthanol ou le formaldéhyde peuvent être des produits de réduction du CO2. Et par cette suite grâce à ces deux photons qui ont les bons potentiels, vous pouvez réduire le CO2 en acide formique. Ici, l'oxynitrure de tantale a été dopé avec de l'argent et vous voyez qu'on gagne de l'absorption visible. Voilà. Ici, vous voyez JAX 2013, où les auteurs affirment que c'est le premier système photocatalytique en Z de réduction. Alors en Z, hein, c'est pour rappeler la photosynthèse naturelle, vous savez, avec un photosystème 2 excitation, ça redescend et on réexcite avec un deuxième photosystème. Donc 2 photons. Quand on dit en Z dans ce domaine-là, ça veut dire 2 photons. Voilà, donc ça c'est toute une série de... C'est pas la peine de... Bon, je vais... Bon, j'ai parlé de semi-conducteurs, c'est tout un domaine de recherche, vous l'avez vu, dopage, couplage de semi-conducteurs. Maintenant, je vais parler de photosensibilisateurs moléculaires. Là aussi, il y a énormément de travaux. Évidemment, il y a tous les photosensibilisateurs des photosystèmes eux-mêmes qui sont moléculaires. Hein, ce ne sont pas des matériaux dans le domaine, enfin dans la nature, dans les systèmes vivants, ce sont des molécules. Donc ici, vous voyez par exemple un type de molécule bactériochlorophylle, donc qui est un pigment, mais vous voyez tout un tas de composés photosensibilisateurs qui peuvent être soit organométalliques, composés de coordination, comme le ruthénium trisbipyl, des dérivés à base d'iridium, des porphyrines métalliques, des phthalocyanines métalliques, mais vous avez aussi ce qu'on peut appeler vulgairement des colorants, donc des photosensibilisateurs organiques qui peuvent être aussi utilisés dans ces contextes-là, qui ont des propriétés intéressantes. Ici, à nouveau, vous retrouvez le spectre solaire et vous voyez, par exemple, le spectre d'absorption du photosystème 2. Donc, ça vous révèle d'ailleurs à ce niveau-là que le fameux photosystème 2 de la photosynthèse naturelle n'absorbe pas tout le spectre solaire, n'en absorbe qu'une partie. Et tout l'enjeu aujourd'hui de la recherche dans ce domaine-là, c'est d'inventer des photosensibilisateurs moléculaires qui absorbent le plus possible de la lumière visible. Il y a pas longtemps, il y a eu un papier, je crois, dans Science ou Nature, dans lequel les auteurs, qui sont des grands spécialistes de la photosynthèse, se posaient la question de transformer, y compris le photosystème naturel, donc le vivant, en essayant d'élargir le spectre d'absorption des pigments naturels, en les modifiant par voie génétique, enfin, etc. Bon, ici, vous voyez, donc c'est des systèmes assez simples, ceux qu'on peut utiliser en tout cas au laboratoire. Néanmoins, comme vous pouvez le voir par ces absorptions extrêmement pointues, chacun de ces systèmes absorbe une portion du spectre solaire très, très petite en réalité. Donc il y a beaucoup de travaux qui sont faits avec l'un ou l'autre de ces systèmes moléculaires, mais à nouveau, vous voyez que si certains sont intéressants parce qu'ils absorbent très clairement de la lumière visible, ils n'absorbent qu'une portion extrêmement faible de cette lumière. Alors il y a énormément de travaux. Voilà un exemple. Donc vous voyez, l'année ici, ce n'est pas 20 132, hein, c'est 2013. Donc les chimistes peuvent s'amuser. Enfin, ça, c'est la puissance de la chimie et de sa capacité de synthèse
de à peu près n'importe quoi, donc synthétiser des systèmes d'une à la fois très grande beauté, très grande complexité, et puis ici on voit avec des propriétés, donc ici ce sont des auteurs qui ont combiné des parties organiques, ici vous voyez, à des parties ici c'est de type donc, porphyrine de zinc, enfin plutôt de type chlorine, pardon. Donc ces matériaux complexes s'agrègent, donnent des structures plus ou moins comprises, mais comme vous pouvez le voir ici, ce qui est surtout important, c'est qu'à ce moment-là, vous voyez le spectre d'absorption de ce matériau, avec des intensités qui ne sont pas énormes, mais néanmoins, est capable d'absorber sur une gamme assez large du spectre solaire. Et donc ça, voilà le type de recherche qui peuvent être développées par les chimistes impliquant de la synthèse et élaborant des molécules assez compliquées et, pour atteindre cet objectif d'absorption la plus large possible. Bon, simplement, je vous remonte ce photosensibilisateur, c'est celui que pratiquement tous les chimistes partagent quand on commence à travailler dans la photocatalyse. On commence souvent par ce complexe ruthénium tris-BP, c'est ce qu'on voit dans énormément d'articles. Je vous le présente. Donc, vous voyez, il a des absorptions de type transfert de charge métal-ligand dans le visible. Bon, il est simple, il est relativement stable. Lorsqu'on l'excite, vous avez les électrons enfin la densité électronique de l'électron excité qui part vers la périphérie. C'est une forme de séparation de charge qui se produit. Donc vous partez d'un ruthénium 2+, et en l'éclairant, vous faites un ruthénium 3+, avec un électron plutôt localisé sur le ligand. Voilà. Et donc, lorsque on réfléchit à une réduction photochimique moléculaire de CO2, et en particulier avec la vision d'atteindre une photocathode moléculaire dans laquelle vous auriez à la fois un photosensibilisateur moléculaire et un catalyseur moléculaire que vous auriez greffé sur une électrode, c'est une des choses qu'on a en tête. À ce moment-là, donc vous avez besoin d'un catalyseur qui peut réduire le CO2 en quelque chose. Vous avez besoin d'un photosensibilisateur qui est capable de prendre un électron soit d'un donneur sacrificiel, soit d'une électrode, si c'est pour une photocathode, et l'électron excité ici doit être capable d'envoyer ces électrons au métal. Donc il faut trouver, si vous voulez aller vers ce genre de choses, il faut trouver le bon catalyseur, il faut trouver le bon photosensibilisateur, il doit être photostable, il doit avoir un coefficient d'extinction élevé, il doit avoir de longues durées de vie de ces états excités, enfin, etc., etc. Vous pouvez aller plus loin en essayant de construire un système multifonctionnel supramoléculaire, c'est-à-dire que vous pouvez soit avoir les espèces séparées, mais c'est peut-être mieux de les fixer ensemble, donc de faire un système catalyseur photosensibilisateur couplé avec un connecteur ici, avec un accrochage covalent entre les deux entités, et également avoir un accrochage covalent sur l'électrode. Donc vous voyez, ça fait un système qui devient compliqué pour la synthèse, mais c'est assez intéressant. Et bon, là encore, bon, c'est juste schématiser comment les choses fonctionnent pour que vous compreniez. Voilà le système orbitalaire du ruthénium tris-BP. Vous excitez avec un photon, vous avez l'électron qui est éjecté ici, et la densité électronique est surtout là, donc vous êtes ici dans ce potentiel. Il s'avère que le ruthénium ainsi excité a le bon potentiel redox pour réduire le catalyseur, pour réduire ensuite le CO2, ici vous avez donc le CO2, l'électron est parti, vous voyez, il est parti de là, il est parti de là, il est parti de là, et il a réduit CO2. Et puis ici, vous avez un trou. Eh bien, il faut que vous ayez un électron qui arrive à nouveau pour le combler. Alors, je vous montre ce qui est fait actuellement dans ces systèmes-là, au niveau des photosystèmes moléculaires. Eh bien, en particulier en utilisant... Il y a eu beaucoup de choses avec ruthénium tris-BP, donc à nouveau celui-là, et ce type de catalyseur.
Donc là, il y a eu des approches dans le couplage de cette molécule avec ces molécules-là. À nouveau, vous reconnaissez les catalyseurs classiques que j'ai déjà présentés de réduction, d'électroréduction du CO2, comme ces complexes de rhénium qui continuent à être considérés je dirais parmi les meilleurs et qui sont beaucoup développés. C'est par exemple ces complexes de ruthénium, les fameux nickel-cyclame. Et ça, c'est le réducteur qui est utilisé parfois, notamment par un des laboratoires les plus actifs dans le domaine, qui est un laboratoire japonais, Ishitani, qui a notamment développé ces couplages ruthénium-rhénium dont je vais vous parler tout de suite. Les voilà. Donc, vous voyez toute une série de complexes où on a eu un couplage entre la partie covalent, un couplage covalent entre la partie photosensibilisatrice et un complexe. Ici, c'est soit du nickel-cyclame, soit des complexes de rhénium. Ici, il y a du cobalt biphénène, phénanthroline. Bon. Voilà, donc il y a eu des élaborations, pendant des années de ces objets-là. Et vous voyez, ce composé est un des composés les plus actifs qui existent. Vous voyez le lien covalent entre ces deux bipyridines. Et vous voyez que ce sont des systèmes qui sont quand même capables de faire plusieurs centaines de turnover, avec des rendements quantiques de 20%, ça commence à devenir intéressant, et avec des vitesses initiales, vous voyez, de 56 cycles turnover par heure. Ça commence à devenir intéressant. Voilà. D'autres systèmes, et en particulier, vous voyez ici, ce sont deux photosensibilisateurs couplés à un catalyseur à base de ruthénium ici, donc c'est plus du rhénium, c'est du ruthénium. Vous voyez, donc publié dans PNAS en 2012. Donc vous voyez des systèmes avec des performances qui commencent à devenir assez intéressantes. Plusieurs centaines de cycles catalytiques, une dizaine par minute initiale, hein, ça ne dure pas pendant des heures, hein, parce qu'il y a de la décomposition de ces systèmes avec le temps. Le dernier dont je voudrais parler, c'est celui-là, qui est vendu par Ishitani comme étant, vous voyez, publié dans le JACS l'année dernière, comme étant le plus efficace, le système moléculaire le plus efficace pour la réduction du CO2. Donc ici, c'est un complexe trinucléaire de rhénium qui est utilisé. Et oui, parce que les complexes carbonyles bipyridines de rhénium sont connus pour être à la fois catalyseurs et photosensibilisateurs. D'ailleurs, si vous prenez juste ces complexes de rhénium et vous les éclairez, vous faites de la réduction du CO2. Mais dans les résultats précédents que j'ai présentés, le complexe de rhénium était utilisé comme catalyseur et c'était le fameux complexe ruthénium-tris-BP qui était utilisé comme photosensibilisateur. Mais ici, voilà, c'est un travail dans lequel vous avez ce photosensibilisateur-là qui a été synthétisé, caractérisé, et vous avez toujours ce complexe-là comme catalyseur. Voilà, et dans des conditions, vous voyez, avec un donneur qui est une amine, un triéthanolamine, un donneur d'électrons sacrificiels, dans le DMF, en éclairant, vous voyez, dans le visible, à 436 nanomètres, voilà, vous avez ce système. Non, là, ça ne doit pas être TOA, puisque le réducteur, c'est celui-là. Bon, enfin, avec un réducteur sacrificiel, vous faites de la réduction du CO2 en CO, et c'est un système qui est relativement efficace. Vous voyez ici 500 cycles catalytiques. Bon. Ici, c'est peut-être le résultat le plus important que j'ai vu. Et vous voyez, c'est récent aussi. C'est Ishitani en 2013. Et ici, il a un photosensibilisateur à base d'osmium. En général, les gens n'aiment pas utiliser l'osmium, hein. Mais néanmoins, il a essayé de coupler un photosensibilisateur à base d'osmium à un catalyseur à base de rhénium. Et là, vous voyez, on atteint le millier de
de cycles catalytiques avec des fréquences de turnover assez intéressantes. Dernier. Voilà, dernière, en quelques minutes, dernière information que je veux vous donner dans ce cours, c'est la place des enzymes dans des systèmes de photosynthèse artificielle. Alors, il y a en gros deux approches qu'on peut voir dans la littérature. C'est d'une part celle-là, qui en gros élabore sur les enzymes que je vous ai présentées lors d'un cours qui était dédié d'ailleurs à la présentation des diverses enzymes qui font quelque chose avec le CO2 dans le vivant. Formiate déshydrogénase, CO, monoxyde de carbone déshydrogénase en particulier. J'ai parlé aussi de la nitrogénase qui, dans certaines conditions, peut en effet réduire le CO2 ou le CO. Et donc, l'idée, c'est d'exploiter ces enzymes, en particulier pour faire des biopiles, pour les mettre sur des électrodes. Et ici, c'est un exemple. Alors, ces exemples-là, c'est vraiment la démarche de Fraser Armstrong à Oxford. C'est un pionnier de ces biopiles avec des... J'en ai déjà parlé lorsque j'ai parlé d'hydrogénase sur des électrodes, mais c'est le même qui met des enzymes de réduction du CO2 sur des électrodes. C'est Fraser Armstrong et qui récemment est passé de l'hydrogène au CO2. Vous voyez une série d'articles en 2010, 2011, 2012 où il a utilisé des particules d'oxyde de titane. Alors, notez bien que ici, ces particules d'oxyde de titane ne jouent pas le rôle de semi-conducteur. On ne tape pas dans l'UV dans ce système-là, mais comme vous pouvez le voir, le photosensibilisateur qui est utilisé, c'est un photosensibilisateur moléculaire. Vous voyez, vous retrouvez le ruthénium trisbipy, sauf qu'avec ces groupements phosphonates, ils sont accrochés à des particules d'oxyde de titane, et l'intelligence du système, ce n'est pas lui qui a découvert ce couplage-là, hein, mais ça a été pas mal utilisé, c'est que vous utilisez ce photosensibilisateur pour absorber de la lumière visible, vous comblez les trous avec un donneur d'électrons sacrificiel, mais ces particules d'oxyde de titane qui prennent les électrons de l'orbital, la LUMO du ruthénium, favorisent la séparation de charge. Donc ces électrons sont écartés du ruthénium 3+, qui est créé ici par réaction, enfin par excitation par un photon. Et les électrons ici de la bande de conduction du TiO2 sont envoyés dans les systèmes de transfert d'électrons de l'enzyme, je vais y revenir. Donc notez bien donc, à nouveau hein, que ces particules d'oxyde de titane ne sont pas excitées par la lumière. Ils ne peuvent pas l'être à cause, vous le savez, de son band gap qui est trop élevé. Mais si on regarde les potentiels, vous voyez, ce potentiel redox de l'état excité du ruthénium trisbipy est suffisant pour envoyer ces électrons dans la bande de conduction du TiO2, et ce potentiel redox est suffisant pour aller réduire le CO2 en CO grâce donc, à ce site actif que peut-être ceux qui étaient là reconnaissent, où toute la chimie se passe entre cet atome de nickel et cet atome de fer au sein d'un cluster nickel, fer, soufre très complexe que j'ai déjà décrit, que vous pouvez voir sur les anciens cours de cette année, et où se fait la réduction du CO2. Et donc, ce qu'a montré Fraser Armstrong, c'est qu'on pouvait élaborer des systèmes comme ça, et vous voyez, avec des vitesses assez intéressantes, voilà, 0,15 cycles catalytiques par seconde. Et si vous voulez, dans un premier temps, il avait juste ce système-là. Et alors, comme vous pouvez le voir, moins 0,52 sur moins 0,46, à travers ce catalyseur, ça fait une driving force qui est assez faible. Donc là, la driving force thermodynamique est assez faible, et ceci pouvait expliquer des performances certes intéressantes et nouvelles, c'était la première fois, mais en même temps
Bon, pas extraordinaire. Par contre, quand il a utilisé non pas ce système ruthénium TiO2, mais du sulfure de cadmium comme semi-conducteur, bande de conduction à moins 0,87 volts, là il y a une driving force qui est beaucoup plus importante, et de fait, vous voyez 400 millivolts de driving force, et là il a commencé à avoir des systèmes qui sont tout à fait intéressants, parmi les records, je dirais, en termes de nombre de cycles catalytiques. Vous voyez, 20 000 cycles catalytiques en 4 heures, c'est très largement supérieur à tout ce que j'ai présenté jusqu'à présent. Voilà. Dernier point, il y a eu beaucoup de travaux qui ont essayé de vraiment copier la photosynthèse naturelle en essayant de passer par le NADH. Mais là aussi, c'est pas vraiment c'est pas du tout le cycle de Calvin et la Rubisco, etc. Mais en gros, on peut voir dans la littérature cette approche qui consiste à utiliser le NADH pour réduire le CO2 en méthanol en utilisant une combinaison d'enzymes qui sont la formiate déshydrogénase, la formaldéhyde déshydrogénase et l'alcool déshydrogénase. Et pour que ce système marche, parce que ça marche, il faut évidemment que vous puissiez régénérer constamment le NADH, puisque évidemment le NADH est un composé chimique qui est très cher et qui ne peut pas être simplement utilisé de façon comme ça stoichiométrique. Donc il faut plutôt un donneur d'électrons avec un système qui est capable, notamment grâce à la lumière, à régénérer le NADH à partir du NAD+. Donc il y a un premier aspect qui est de mettre au point des systèmes de photoréduction du NAD pour faire cycler. Et là, vous voyez, on a quelque chose qui commence à ressembler peu ou prou au système de photosynthèse. Ça en est encore très éloigné, mais voilà. Vous avez de la lumière, vous avez un donneur d'électrons. Le jour où ça sera de l'eau, ça sera bien. Ce n'est pas le cas. Et puis, vous avez un intermédiaire NADH qui peut réagir avec des enzymes. Et puis, il y a aussi des travaux qui montrent que ça marche encore mieux si on encapsule ces enzymes dans des silices. Voilà. Voilà les réactions qui sont mises en œuvre. Si vous réduisez le NADH par le CO2, vous faites de l'acide formique. Cet acide formique peut être réduit lui-même par la formaldéhyde déshydrogénase en formaldéhyde, et le formaldéhyde peut être réduit par l'alcool déshydrogénase en méthanol. Bon, je vais m'arrêter là. Tout ça, c'est la même chose. Oui. Enfin, vous avez le principe et ça suffira comme ça. Voilà, je termine là-dessus. Voilà, j'arrive au terme de ce parcours en essayant de vous montrer d'abord quels sont les enjeux énergétiques et les problèmes du carbone et comment le CO2 peut être un jour considéré comme une source de carbone, en particulier pour l'industrie chimique. Pas pour résoudre le réchauffement climatique. Vous l'avez vu avec les chiffres, ce qu'on fera du CO2, ça ne sera jamais à la hauteur de ce que l'on déverse dans l'atmosphère. Et pour l'industrie chimique, ça peut être intéressant comme source de carbone. Il y a des vrais enjeux originaux, des grands défis pour la recherche fondamentale et industrielle. Il faudra penser aussi que pour avoir du CO2, il faut quand même le récupérer. Et ça aussi, on en a parlé, c'est compliqué. Mais voilà un ensemble de recherches qui dormaient pendant un certain temps et qui sont en train, tous ces sujets-là dont je vous ai parlé sont en train de renaître, électroréduction du CO2, hydrogénation du CO2, photoréduction du CO2, ce sont des sujets qu'on voit vraiment renaître. Et je pense que, comme je crois l'avoir déjà dit, que si aujourd'hui les performances sont faibles, eh bien, dans 10 ans, on aura des systèmes. Je pense que l'histoire de l'hydrogène va se reproduire avec le CO2. Quand j'ai commencé à travailler avec la réduction de l'hydrogène, des protons de l'eau en hydrogène, on publiait des articles avec des performances de quelques dizaines de cycles catalytiques par heure.
Aujourd'hui, si vous n'avez pas plusieurs centaines de milliers ou de millions de turnover, et plusieurs dizaines de milliers par heure, vous ne publiez pas, ou pas à un très bon niveau. Bon, je pense que ça va être la même chose avec le CO2. Un jour, avec les efforts qui seront mis, on aura des systèmes performants. Voilà. Alors, ce qui est bien, c'est que on va entendre quelqu'un qui est vraiment à la pointe de toutes ces réflexions sur comment un chimiste peut valoriser le CO2. C'est Mathias Beller. Il va venir, on va installer son ordinateur. Oui. Donc, pendant le temps où il va s'installer, si vous avez quelques questions, mais comme vous le savez, on peut discuter après. En tout cas, Mathias Beller, donc, il est professeur à l'université de Rostock. Il a un gros laboratoire au sein de l'Institut Leibniz de Rostock. Et donc, il a exploré de nombreuses choses que je vous ai indiquées. Et je suis vraiment très heureux de l'avoir aujourd'hui ici pour finir ce cours au Collège de France. Et donc, je vais lui laisser la parole.